Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais le faire en français. Et je voudrais, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs du Forum de l'innovation et l'UNEP et mon ami Hakim Steiner pour m'avoir confié à partager avec vous ce matin ma vision au fait du monde et pas de la COP21. Il y a quelques mois ou quelques semaines, nous avons ratifié à New York les objectifs de développement durable. Et je peux vous dire que nous l'avons fait d'une manière très aisée, avec aucune réticence. Et vous savez, et je pense que vous le savez, ces objectifs, au fait, étaient des objectifs de développement. Monsieur Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a inscrit ces objectifs sous la bannière de la dignité humaine. C'est l'accès à l'eau potable, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à l'énergie. Un des objectifs était la lutte contre les changements climatiques, etc. Et donc, c'était des objectifs qui ont été ratifiés par toutes les parties du monde, les 195 parties plus l'Union européenne, 195 pays plus l'Union européenne, sans aucun problème. Et là, on est aujourd'hui à Paris. On est à Paris pour négocier un accord qui, au fait, à mon sens, n'est pas différent des objectifs de développement durable. Nous sommes en train de négocier pour le 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, pour les 750 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, pour les 500 millions de terres dégradées en Afrique qui menacent de sécurité alimentaire tout un peuple. Nous sommes en train de négocier pour les 1,4 million heures dépensées chaque jour par les femmes et par les jeunes filles qui vont aller chercher l'eau et ne vont pas à l'école. Nous sommes en train de négocier pour ces populations qui migrent tous les jours, 38 millions de migrants sur 5 ans et qui viennent vers le nord et qui meurent dans la mer Méditerranée. Au fait, c'est pour ça qu'on est en train de négocier. Parce que le climat, mesdames et messieurs, c'est ça, les impacts des changements climatiques. C'est bien ça. L'agenda du climat est un agenda de développement, est un agenda de développement humain, est un agenda de justice humaine et est un agenda de droits humains. Donc, les objectifs de développement durable et l'agenda du climat sont interconnectés. Et si nous ne réussissons pas cet accord à Paris, c'est les objectifs de développement durable qui ne seront pas réalisés. Alors, vous allez me dire, en face d'innovateurs, qu'est-ce que vous avez à faire avec ça? Je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand on négociait les COP, j'ai assisté à plusieurs COP. Et j'ai négocié seulement pendant 3 COP. Et je peux vous dire que ma première année de négociation, c'est-à-dire à Varsovie, la COP19, on ne parlait pas, et on parlait très peu du secteur privé, on parlait très peu de la société civile, on parlait très peu des territoires, et c'était les ministres de l'Environnement qui venaient négocier. Et là, à Varsovie, on a dit non, c'est pas possible. Cet agenda engage les pays, et donc il faut que tout le monde soit autour de la table. Et c'était la première fois que M. Ban Ki-moon a dit tout le monde doit être autour de la table, et nous avons, depuis 3 ans, assisté à une dynamique juste exceptionnelle, une transformation exceptionnelle de l'agenda du climat. Aujourd'hui, il y a une année, durant toute l'année de la présidence française, nous avons été à Lyon et à Marseille pour le sommet des territoires, et la société civile, les territoires, ont apporté leurs engagements, et ils sont venus déclarer 15% des réductions des gaz à effet de serre. Les entreprises n'ont pas attendu l'accord de Paris. 550 milliards d'investissements ont été investis dans les énergies renouvelables et, comme a dit Hakim, plus de 56% des investissements dans l'énergie aujourd'hui proviennent du renouvelable. Et donc, la société civile est en mouvement, elle bouge parce qu'elle a compris qu'il y avait un intérêt à le faire. Maintenant, où est le problème? On parle d'atteindre un objectif de 1,5 degré, parce que 2 degrés, c'est pénible pour les États insulaires, et les rapports du GIEC ont montré qu'avec
2 degrés, les États insulaires risquent de disparaître. À 2 degrés, nous vivons déjà les changements climatiques. À 2 degrés C, une partie de la Grande-Bretagne risque d'être couverte par la mer. New York est menacée. Et donc, tout le monde a compris que l'enjeu était un enjeu vital, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement. Aux États-Unis, entre 2012 et 2013, on a recensé 800 catastrophes naturelles qui ont coûté 1,6% du PIB des États-Unis. Et donc, les États ont compris qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution, pas seulement pour les pays en développement, parce qu'on les a ignorés pendant trop longtemps, mais il faut trouver une solution parce qu'il y va de la vie de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les changements climatiques n'avaient pas de pays, n'avaient pas de religion, n'avaient pas de frontières, et si le désert avance dans nos pays, eh bien, il va arriver chez vous. Donc, on s'est mis d'accord que tout le monde doit participer, parce que les États industrialisés à eux seuls, même s'ils diminuaient 80% de leur taux de gaz à effet de serre, ils ne seraient pas capables tout seuls de relever le défi, alors que nous avons le plus grand réservoir de développement en Afrique, en Chine et en Inde. 80% du réservoir de développement. Et donc, il fallait que tous les États participent. Et étant donné que nous sommes touchés, nous sommes un continent qui n'est pas émetteur, ça vous le savez, et que nous sommes touchés dans notre chair tous les jours par les effets du changement climatique, nous avons dit « Amen, on va le faire ». Et c'est ce que disait Hakim, eh bien, tous les États ont apporté leur contribution. Et je peux vous dire que c'était une année de stress, parce que jusqu'en septembre, on n'avait que 50 États qui avaient apporté leur contribution. On n'avait couvert que 56% des émissions. En octobre, 70 autres États ont apporté leur contribution. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à tous les États du monde qui ont apporté leur contribution. Pour moi, ces contributions, ce qu'on appelle communément dans notre jargon les indices, est une innovation. C'est une innovation parce qu'elles traduisent les engagements des États, pour moi. Elles traduisent la prise de conscience, et ça, c'est extrêmement important. Tous les chefs d'État étaient à Paris. Et je peux vous dire, j'ai entendu dans la presse et dans les médias français que c'était par solidarité par rapport à la France. Oui, on est tous solidaires avec la France et nous avons ressenti les attentats et on a été meurtris à cause des attentats. Et je dis toujours que pour nous, Marocains, il y a toujours une place dans notre cœur pour la France, comme je suppose que les Français ont une place dans leur cœur pour les Marocains. Mais ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient solidaires. Ils avaient confirmé bien avant les attentats. 137 chefs d'État avaient déjà confirmé. Et donc, il y a une prise de conscience mondiale qui est exceptionnelle. Aujourd'hui, nous parlons de 1,5 degré et nous voulons atteindre cet objectif. C'est ça qui va sauver l'humanité, pas la Terre, l'humanité. Mais nous ne pouvons pas atteindre cet objectif si on ne change pas de culture. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de changement de comportement, c'est une question de changement de mode de production, c'est une question de changement de mode de consommation et par conséquent, c'est une construction d'une nouvelle civilisation. Et je pense que nous, êtres humains, nous avons démontré à travers l'histoire de ce monde que nous en étions capables. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout changer. Je ne vais pas répéter ce que Hakim a dit. Changer le mode de mobilité, changer le mode de industriel, changer le mode de construction. 40% des émissions à effet des gaz à effet de serre viennent de la construction. Changer le mode de mobilité parce que 23% des gaz à effet de serre viennent du transport. Changer la manière avec laquelle nous consommons parce que les déchets participent à 18% des gaz à effet de serre. Les fossil fuels, les énergies fossiles. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous ai dit 56% des investissements qui ont été réalisés, eh bien, ils étaient faits dans les renouvelables.
Mais on ne peut pas continuer indéfiniment, nous les États, à dire aux entreprises, innover, on a besoin d'innovation de rupture parce qu'il faut qu'on change, changer, construisez des centrales solaires à énergie solaire. Et entre parenthèses, je vous dis que dans mon pays, nous avons la plus grosse centrale solaire du monde. Nous avons levé la subvention sur les énergies fossiles, mais nous ne sommes pas dans un village, nous ne sommes pas isolés. Nous interférons avec l'économie mondiale. On ne peut pas continuer à dire aux industriels et aux entrepreneurs « créez-nous une voiture électrique », alors que de l'autre côté, on est en train de subventionner les énergies fossiles. De quoi on parle? On parle de 100 milliards de dollars pour pallier aux injustices climatiques qui ont été faites envers les pays en développement. Mais de l'autre côté, on est en train de subventionner à 600 milliards de dollars par an les énergies fossiles. Et donc, il faut que nous, États, nous trouvions de la cohérence au niveau des politiques. Et donc, moi, je dis bravo au secteur privé. Vous avez peut-être compris, vous nous avez peut-être devancés, mais c'est grâce à vos investissements, c'est grâce aux risques que vous prenez que les États vont réagir. Et je peux vous dire qu'ils ont réagi, parce que cette année, le G20 a introduit la nécessité de la finance climatique. Et on a assisté à une compétition entre les banques qui réservaient un pourcentage de leur portefeuille pour la finance climatique. Maintenant, il va falloir aussi qu'on pense aux intérêts et au mode de fonctionnement de ces finances. On ne peut pas financer une centrale à charbon avec les mêmes taux d'intérêt qu'une centrale à énergie solaire. Qu'est-ce qu'on veut? Et donc, on veut une cohérence au niveau des politiques mondiales. Aujourd'hui, nous avons écouté pendant une année les entreprises. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est le langage des industriels, c'est le langage des 95 compagnies qui émettent 65% des émissions industrielles de ce monde. Et je dis, mesdames et messieurs, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il va falloir qu'on choisisse. Aujourd'hui, le rapport de l'Agence internationale des énergies nous dit que l'énergie en 2050 serait composée encore de 26% de charbon, de 23% d'énergie fossile, de 23% d'énergie nucléaire et de moins de 10% d'énergie renouvelable. Et si c'est ainsi, eh bien, on n'atteindra jamais cet objectif. Aujourd'hui, nous avons besoin de développer et d'aller vers une transition. Et cette transition ne peut pas se faire sans vous. Elle ne peut pas se faire sans les industriels. Elle ne peut pas se faire sans la pression des industriels. Les industriels qui demandent un prix carbone. Eh bien oui, un prix carbone. Vous savez qu'en fixant le prix carbone à 15 $, nous pouvons avoir quelque chose comme 460 milliards de dollars par an. C'est de quoi financer les contributions de tous les pays en développement et c'est de quoi remettre à niveau l'économie dans les pays industrialisés. Et donc, nous faisons, nous ministres, nous vous écoutons et vous prêtons notre oreille. Et nous faisons la voix, votre voix, au niveau des négociations. Et c'est pour ça que je vais vous dire que dans les textes actuels, le texte de Paris est un texte difficile. Vous avez compris, on parle d'un texte ambitieux, on parle d'un texte équitable, on parle d'un texte où la mitigation et l'adaptation ont la même importance, transfert de technologie, etc., etc. Tous ces mots sont compliqués, on ne les comprend pas. Normalement, c'est que les négociateurs qui sont les spécialistes de ces termes. Maintenant, ce qui est important dans ces textes, c'est qu'il faut qu'on retrouve des références au prix carbone, à l'obligation de la réalisation des contributions, parce que sinon, ça ne sert à rien, à des systèmes de suivi des contributions, et qu'on ouvre la porte à l'innovation moyennant des incitations des États. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce texte de Paris. Il est difficile, mais il n'est pas impossible. Je leur ai dit dans les débats
que les facettes de succès ou les facettes du cube du succès de la COP de Paris sont 6. Et c'est du courage, parce qu'il faut avoir le courage de prendre ces décisions. C'est de la solidarité, parce qu'il faut être solidaire, pas seulement parce qu'on a des intérêts, mais il faut être solidaire parce qu'un jour, tous, nous vivrions des catastrophes. Il faut être responsable parce que les pays industrialisés qui ont causé la dégradation de notre atmosphère et la décharge sauvage qui est dans l'atmosphère doivent prendre leurs responsabilités pour aider les pays en développement et les États insulaires qui risquent de disparaître. Et les autres 3 grandes facettes, mesdames et messieurs, eh bien, il faut savoir faire des compromis pour arriver à un consensus. La dernière facette, et c'est ma conclusion, c'est beaucoup d'amour entre nous et pour l'humanité. Merci, mesdames et messieurs. Madame la Ministre, thank you very much indeed. Can I tell you, a lot of your tweets are already picking up on what you've just said about 56% of energy investments are into renewables, and also on what Achim Steiner said about the new low-carbon pathway. And very quickly, Madame Ministre, before Morocco next year, do you believe that the developing world accepts now the low-carbon pathway, given what we heard about the use of small mopeds and the pollution that still exists as part of development in many developing countries? Quickly, if you can, please. C'est une question difficile parce que dans le groupe de négociation, nous sommes un groupe qui est constitué du groupe africain, du G77, c'est 77 pays plus la Chine. Et donc, dans le même groupe, nous avons un seul objectif, c'est d'atteindre le 1,5 degré ou le moins de 2 degrés, c'est d'aller vers ce chemin de décarbonation ou de neutralité carbone. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts et on n'a pas les mêmes enjeux. Nous ne sommes pas des producteurs d'énergie fossile, et donc nous voulons un prix carbone. D'autres pays sont producteurs d'énergie fossile. Et donc il va falloir trouver les équilibres, et c'est pour ça que j'ai dit il faut beaucoup de compromis, il faut surtout beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Madam Minister, thank you very much indeed for coming. We look forward to seeing you next year in Marrakesh. Thank you very much indeed for joining us.